On se sépare avec le père de ma fille, puis lui, n'acceptant pas la séparation, il décide de prendre ma fille et de l'enlever et partir en Italie. Et là, ça a été pour moi, je crois, la descente aux enfers. J'ai perdu 7 kilos en 15 jours. Puis, c'est là où j'ai réalisé que finalement, ça donnait du sens à ma vie d'avoir un enfant, ça me donnait de la force. Mais je voulais pas reproduire ce que j'avais vécu. Et là, c'est tout un challenge. Parce que même si on ne veut pas, on y passe. Merci d'être avec nous, bienvenue. Quelques questions existentielles. Développer l'estime de soi, ça concerne quelqu'un? Oui, j'en suis sûr. Apprendre à répondre à ses besoins pour devenir autonome, ça parle à quelqu'un? Oui, j'en suis convaincu. Guérir graduellement ses blessures émotionnelles, ça parle à quelqu'un? Il y a de fortes chances. Et sortir de la boucle infernale des schémas répétitifs, ça parle à quelqu'un? Il y a de fortes chances. Alors, on a la réponse avec notre invitée d'aujourd'hui. Elle s'appelle Lydie Réal. Elle est installée sur les canapés. Bonjour Lydie. Bonjour. Ça vous a parlé, ça, longtemps? Oui. Vous avez cherché les réponses longtemps? Longtemps. Parce je que cherche encore parfois. Et vous cherchez encore parfois. Je pense que c'est le chemin d'une vie. Oui, exactement. Pas que d'une, je dirais même. On a parfois besoin de plusieurs vies. Plusieurs vies. Ouais. Bon, et ça veut dire que, juste une parenthèse, vous êtes allé rechercher des vies précédentes pour prétendre aujourd'hui avoir plusieurs vies? Eh bien, il existe une pratique qui s'appelle la régression consciente, qui permet justement d'aller voir ce qui s'est passé dans nos vies précédentes. Alors, régression, oui, consciente? Consciente, exactement. C'est-à-dire qu'on est là, on est présent, on est conscient pendant la pratique, mais c'est comme un état de conscience modifié. Mais c'est quoi? C'est sous hypnose? C'est une forme d'hypnose, on va dire. D'accord. Oui. Et que vous pratiquez? Oui, exact. Waouh! Donc on peut faire une régression en conscience. Exactement. C'est Lise Bourbeau qui l'a créée, cette pratique-là. Et puis, on peut la faire à Écoute ton âme, qui est un atelier dans lequel on va voir ce qui se passe justement dans nos vies antérieures. Puis moi, j'ai fait ça il y a 2 ans maintenant. C'était une sacrée aventure. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme révélation de vie antérieure? On peut les dire? Moi, j'ai été dans les ordres. J'ai été un prêtre inquisiteur qui vivait dans la richesse, l'abondance et qui avait le droit de vie et de mort sur les personnes autour de moi. Puis j'étais très autoritaire. Et je me souviens avoir vu ma mort, j'ai été battue avec un linge autour de mon... Parce qu'on peut être homme ou femme dans nos vies précédentes. Et j'ai donc été battue au niveau du visage avec un morceau de bois. On m'a tuée et je suis revenue de la régression. J'avais mal aux dents, en fait. Ça a duré un petit moment avant que ça reparte et que ça revienne et que je sois juste revenue dans mon corps, véritablement. Donc, ouais, cette expérience-là. Et puis, j'ai également été dans une vie encore avant celle-ci, parce que ça permute. Nous naissons hommes, puis femmes, puis hommes, puis femmes. Puis, j'ai été une enseignante. Mais dans les anciens temps, une enseignante, j'avais tout un tas d'enfants autour de moi que j'accueillais, des enfants en précarité, dans une forme de précarité. Voilà, puis j'étais leur gardienne, on peut dire ça comme ça. Mais ce qui est assez... c'est la question qu'on se pose toujours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces informations-là, 2 questions. 1, qu'est-ce qu'on en fait? Et 2, quelle résonance ça a avec la vie actuelle que vous vivez? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est des informations qui sont importantes dans le sens où parfois on se demande quelles sont les raisons de nos comportements, quelles sont les raisons du chemin qu'on a choisi, du plan de vie. Parce qu'on a tous la même mission de vie, arriver sur Terre, c'est d'apprendre à s'aimer dans toutes les facettes de sa personnalité. Puis ça, c'est pour chacun. Mais ça se traduit à travers différents plans de vie. Et en fonction de ce que l'on a à apprendre dans cette vie, on a un plan de vie qui est établi, qu'on a choisi avant d'arriver. Et ce sont des éléments qui peuvent nous aider à cheminer dans cette vie. Pour moi, c'était important. Et donc, et la résonance qu'il y a avec votre vie actuelle, le fait d'avoir été donc cette enseignante, et puis ensuite ce prêtre, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une logique à ce que vous vivez aujourd'hui? Ouais, moi j'ai besoin de guérir l'enfant en moi et j'ai été assistante maternelle pendant des années. Tiens donc. Et je voulais enseigner en fait avant ça. Puis j'étais assistante maternelle et j'ai compris que cette profession-là, je l'ai déjà exercée. D'être dans la posture de celle qui transmet, qui enseigne, qui guide. Et j'ai aussi j'ai eu à travailler, et je travaille encore,
dans la position de pouvoir. Tu sais, il y a deux aspects dans le pouvoir. Hein. Tu as un aspect où ton pouvoir, tu l'incarnes pleinement. Puis il y a l'autre aspect qui est l'aspect un peu plus sombre du pouvoir, qui te balance dans tes ombres et qui vient te chercher dans les parties les plus sombres de qui tu es. Et, en tout cas, est-ce que ça vous a aidé d'avoir ces informations-là et ce ressenti-là? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc aujourd'hui, alors pour ceux qui se demandent qui est donc Lydie, vous vous présentez comme consultante en relations d'aide. Entre autres, évidemment, vous occupez aussi d'animer des ateliers d'épanouissement personnel, relationnel, etc., etc. Je trouve que le titre n'est pas à la hauteur de ce que vous êtes ou de ce que vous représentez. Alors, quel titre vous donneriez à ça? Alors, quand vous dites, par exemple, consultante en relation d'aide, d'abord, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et je trouve aussi que ça manque. Je pense que vous êtes quelqu'un, on ne se connaît pas du tout, hein, mais je pense que vous êtes quelqu'un de profondément spirituel. Je pense que vous avez sans doute aussi cette intuition plus que certains ne veulent pas s'avouer. Voilà. Vous me dites si je me trompe. Hein. Je balance des informations comme ça et vous me dites si je me trompe. Ce qui fait que quand on a ce que vous avez, que vous nous accepterez peut-être ou pas de nous dévoiler, mais le consultant en relation d'aide, ça semble pas tout à fait... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bien, c'est un terme québécois qui est utilisé surtout au Québec. L'équivalent en France, on dirait peut-être thérapeute. Mais ce qui est intéressant dans consultante en relation d'aide, c'est que les personnes viennent à moi pour être dans une relation d'aide. Moi, je n'ai pas de pouvoir sur eux, je n'ai pas de pouvoir sur leur guérison. Par contre, j'ai des outils, puis je pose des questions. Puis moi, mon objectif, c'est de les amener à l'intérieur d'eux pour trouver leurs propres réponses, parce que personne n'a les réponses pour qui que ce soit. Les réponses, elles sont toutes en nous, en chacun de nous. Puis c'est ça, pour moi, la relation d'aide, c'est que je marche à côté de mes clients et je les accompagne. Puis c'est comme une guidance, quelque part, mais je donne pas les réponses, moi, je les ai pas. Vous avez un rêve, une ambition, un projet qui vous tient à cœur, mais il vous manque ce petit quelque chose pour le transformer en réalité. Vous manquez de confiance, de structure, de méthode. C'est que vous êtes en train de vivre un blocage. Ok, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Je vais vous aider à le lever, ce blocage. Ma conférence immersive sur le mindset est là pour ça. Transformer votre manière de penser, de ressentir et d'agir. Peu importe le projet qui vous trotte dans la tête, vous repartirez avec un mental d'acier prêt à franchir toutes les étapes. C'est pour ça qu'on appelle ça une conférence immersive. Vous découvrirez des stratégies éprouvées pour éliminer les doutes, gérer vos peurs et booster votre confiance. On parlera neurosciences appliquées à votre vie pour que vous deveniez une version plus forte, plus déterminée et beaucoup plus audacieuse de vous-même. Attention, les places sont limitées et se remplissent très rapidement. Si vous voulez vraiment vivre ce changement, réservez dès maintenant et assurez-vous de participer à cet événement qui pourrait peut-être être l'un des plus grands déclics de votre vie. Je passerai dans des villes comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes. Les premiers seront les plus chanceux. Je vais pas souvent en province, donc venez me voir, venez partager, on va échanger, bref, on va kiffer ensemble. J'ai hâte de vous rencontrer. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de temps en temps, il y a des petites pointes d'accent à la québécoise. Oui, ça peut arriver. Ouais, c'est rentré souvent dans mes oreilles, ça ressort par ma bouche. On me le dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette relation d'aide que vous préconisez, que vous offrez, que vous mettez à disposition, c'est quelque chose que vous auriez aimé avoir avant? Oui. Oui. Assez tôt, je me suis dirigée vers des consultations. J'ai consulté moi-même. Hein. J'avais 21 ans la première fois parce que je vivais des grandes difficultés dans ma vie, puis de grands manques affectifs que je ne parvenais pas à combler autrement que par des substances dans le physique. Illicites. Exactement. J'allais dire dans le physique, mais illicite aussi, c'est vrai. Ouais. Quand on a un manque affectif qu'on ne sait pas combler, qu'on n'a pas appris à combler, en fait, on va chercher dans le physique à travers que ce soit le sucre, que ce soit l'alcool, la cigarette, ou ça peut aller plus loin, comme la drogue, les compulsions d'achat, les jeux en ligne, etc. Bien, c'est comme ça qu'on vient répondre à nos besoins, puis c'est comme ça qu'on développe des dépendances, parce qu'on n'a pas appris à répondre à nos besoins affectifs. Et vous avez identifié ce manque du besoin affectif? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il en existe 7 grandes catégories. Puis moi, là où j'ai pu expérimenter et comprendre certaines choses, c'est que j'avais un manque de sécurité. Puis le besoin en lien avec ce manque, c'était un besoin de présence. Donc moi, je fuyais dans les substances, en fait. Alors, vous parliez des 7. Ouais. Quels sont-ils? Alors, j'ai pas mon petit papier, mais j'en connais certaines. Je me rappelle pas de toutes, mais il y a la dépendance affective à la présence,
à la sécurité, pardon, qui a un besoin de présence. Et c'est quand tu m'interroges que j'oublie. Pas grave. Voilà. On pourrait y revenir, ceci dit. Il y a aussi la dépendance à la reconnaissance, tu vois, il y a un besoin d'importance derrière. En fait, il a été classé en 7 grandes catégories. Vous pouvez les retrouver là. Comme je les connais pas par cœur, mais en tout cas, ça vient effectivement d'un manque d'amour, d'un manque de sécurité au sein de votre famille. Ouais. Moi, quand j'étais enfant, mes parents se sont séparés. J'étais jeune, hein, j'avais 4 ans. Et il y a eu de la violence entre eux, que ce soit physique comme verbale. Puis j'ai envie de dire que c'est quand même assez courant dans toutes les familles. Nos parents ont fait comme ils ont pu. Hein. Ils n'étaient pas encore aussi développés qu'on l'est aujourd'hui. Hein. Ils n'avaient pas accès à toutes les connaissances que nous, on a. Donc ils faisaient de leur mieux. Puis ils ont fonctionné avec les modèles qu'ils ont eus. Et eux-mêmes ont été nos propres modèles pour avancer dans la vie. Puis dans cette famille-là... lorsque mes parents se sont séparés, moi, j'avais placé ma sécurité dans mon père. Et lorsque mon père a quitté la maison, c'est comme si ma sécurité était partie avec. Ma sécurité s'est située à l'extérieur de moi, puis c'était dans les figures d'autorité, c'était mon père qui représentait cette sécurité. Ce qui fait qu'après ça, je me sentais insécure tout le temps. Donc, j'ai développé une espèce de syndrome, en fait, un syndrome de peur, un syndrome d'anxiété. Exact. Et du coup, je fuyais. Alors, quand on est enfant, tu sais, ça va être la tétine et le doudou, les substances. Puis, en grandissant, arrivé au collège, j'ai commencé à fumer des cigarettes. Puis ensuite, j'ai fumé de l'herbe. Puis, un peu plus tard, au lycée, je prenais de la cocaïne parce que, tu sais, c'est comme c'était plus assez suffisant. Là, ça endormait plus mes douleurs. Je sentais encore à l'intérieur de moi. Donc, c'était pour me couper de la souffrance associée au manque affectif vécu. Puis, ce que je tiens à dire aussi, c'est que nos parents font de leur mieux. Puis, ce sont pas de mauvais parents. Je crois que vraiment que, tu sais, ce qu'on vit dans le physique, il y a une lecture à en faire, une lecture spirituelle qui va nous aider pour ensuite avancer dans la vie. Est-ce que vous avez le sentiment que toutes ces dérives que vous avez pu avoir en tant qu'enfant, adolescente, que vous évoquiez, les substances que vous avez pu prendre et autres, toutes les personnes qui ont recours à ça sont des personnes qui ont un manque d'amour de quelque chose ou qu'il y a un dysfonctionnement quelque part qui les pousse à avoir cette attitude ou ces consommations-là? Moi, je crois véritablement que c'est un manque d'amour de soi, ouais. Un manque d'amour de soi, un manque affectif. En fait, c'est l'enfant que l'on a été, qui a vécu un manque affectif dans l'enfance, qui n'a pas été comblé, parce qu'enfant, on est complètement dépendant de nos parents pour tous nos besoins, que ce soit nos besoins physiques, physiologiques, les besoins de base, que pour nos besoins affectifs. Puis, ils ne peuvent pas répondre et combler toutes nos attentes, toutes nos demandes, tous nos besoins, c'est pas possible. Et parfois, ça va se jouer à l'enfant qui est déposé chez l'assistante maternelle et qui va très mal vivre la séparation. Le parent, il ne fait pas faire du mal à son enfant à ce moment-là, mais l'enfant va le vivre comme un abandon. Puis c'est de là que va se créer la blessure, c'est là qu'il va y avoir le manque. Et puis, c'est ainsi qu'ensuite va se développer, on va développer des masques. On va décider de se comporter d'une certaine façon pour pas sentir la souffrance en lien avec la blessure qui est éveillée. Et alors, on parlait évidemment de l'estime de soi, c'est ce que je disais en avant-propos. Dans votre accompagnement, il y a évidemment ce besoin de devenir autonome, les blessures émotionnelles et les schémas répétitifs. Ouais. Et alors vous, je pense qu'en termes de schémas répétitifs, vous y avez eu droit aussi, dans votre vie de jeune femme aussi, dans vos relations amoureuses, etc., etc. Comme je te le disais là, on apprend avec nos modèles, donc notre père et notre mère. Puis notre parent du même sexe que nous, donc moi en tant que femme, ma mère, ça a été mon modèle pour apprendre à m'aimer et à aimer les autres. Puis mon père, donc le parent du sexe opposé, c'est un homme, il était là pour m'apprendre à recevoir l'amour, à être aimé. Donc moi, j'ai grandi avec un père absent et émotionnellement handicapé, j'ai envie de dire. Il n'était pas très à l'aise avec l'affection. Hein. Ouais. Les je t'aime, c'était pas... non. Non, c'était un peu difficile pour lui. Puis c'est quelqu'un qui vient d'une famille sicilienne avec beaucoup d'enfants, qui a grandi en partie en Sicile, élevé par ses oncles. Donc il y a tout un contexte derrière qui justifie un peu tout ça. Donc moi, j'ai appris à recevoir de l'amour à travers l'absence et la distance. Okay. Donc qu'est-ce qui va se passer en réaction à ça? J'étais malheureuse, donc j'étais chercher des conjoints qui étaient très présents, très
comment dirais-je? Très paternaliste. Ouais, voilà. Trop même. Trop, même. Bah, c'est là où c'est vraiment paradoxal, c'est que on a vécu un manque dans une façon d'être aimé. On va chercher l'opposé, mais l'opposé ne nous convient pas parce que moi j'avais la sensation d'étouffer. Et puis si c'était comme le trop plein, là je pouvais pas, c'était trop, j'étouffe, va-t'en, etc. Donc effectivement, ensuite j'ai rebasculé dans le schéma. Ok, bon bah ça me convient pas. Je vais rebasculer de l'autre côté. Je vais me trouver un conjoint distant et plutôt absent là. Puis c'est pas forcément absent de la maison. Il peut être présent dans la maison, mais il va être absent dans cette absence où il va être sur son téléphone, etc. Puis ça va venir réveiller à nouveau cette blessure. C'est fou parce qu'en fait, on tourne en rond. Bah oui, on tourne en rond tant qu'on n'en prend pas conscience, parce qu'il y a 3 étapes qui sont vraiment importantes. C'est tant qu'on n'a pas conscience véritablement d'où vient le problème, parce que la situation problématique, c'est jamais le problème véritable. Le problème véritable, c'est l'émotion que ça fait naître en soi face à quelque chose. Puis c'est de là que tu peux ensuite commencer à faire le travail, et ça passe aussi par l'acceptation, parce que nos masques, ils sont là pour nous protéger de la souffrance. On les utilise jusqu'au moment où ils vont nous empêcher d'aller vers ce qu'on veut. Ils vont nous empêcher d'aller répondre à notre besoin véritable, qui est caché derrière, parce que derrière chaque émotion, il y a un besoin non comblé. Combien de temps vous mettez pour comprendre ça? Pour comprendre ça, je crois que la première fois où j'ai vraiment pris conscience de ça, c'était en 2017, véritablement. Il y a eu plein de petites choses qui ont commencé à me mettre la puce à l'oreille, mais véritablement en 2017, je lis le livre Écoute ton corps, qui a été écrit par Lise Bourbeau, et là, je commence à mettre du sens. Je me dis, mais en fait, je suis pas folle, je suis pas un problème, là. Il y a quelque chose, j'ai des blessures, je comprends, puis je lis le livre sur les 5 blessures, et là, ça prend complètement sens. Je réalise que ce que je vis, c'est pas une fatalité, en fait. Parce que pour moi, c'était une fatalité. Puis il y a des moments où, tu sais, je me disais, ok, c'est ça la vie. Ah, moi, j'ai pas envie de rester en vie. Et jusque-là, ouais. Ouais, à l'âge de 10 ans, je me souviens m'être dit, ah non, mais tu sais, c'est dans le rejet, là, dans l'incarnation. J'ai eu du mal à m'incarner véritablement dans cette vie jusqu'au jour où j'ai décidé, suite à une régression consciente, que je voulais rester et que je voulais vivre cette vie et que je voulais l'affronter. Donc la régression, elle sert à ça aussi, à prendre une décision véritablement. Est-ce que tu acceptes de revenir t'incarner? Est-ce que tu acceptes ton chemin? Est-ce que ton chemin, tu l'as choisi? Pas à travers les expériences que tu vis, mais tu l'as choisi à travers le plan de vie par rapport à ce que tu as à dépasser. Qu'est-ce que vous avez fait alors pour grandir, j'allais dire pour vous construire en tant que femme, au travers de tous les périples que vous avez rencontrés, c'est-à-dire sortir de cette adolescence compliquée, devenir la femme que vous êtes. Alors après, il y a votre premier enfant, avec le père de cet enfant, où visiblement ça a été aussi un peu compliqué. Ouais, ça a été compliqué, oui, effectivement. J'ai eu ma fille avec un homme plus âgé que moi, 18 ans de plus. Là aussi, recherche du père. Exactement, bien sûr, une figure paternelle. Donc, waouh, mes yeux, le manque vécu, etc. Puis la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que quand on est blessé, qu'on n'est pas conscient, on reproduit les mêmes choses. Donc, la peur de la séparation, quand on porte une blessure de trahison, on va adopter des comportements qui vont pousser l'autre à s'en aller. Puis derrière, il y a la blessure d'abandon. C'est la peur d'être seul qui se cache là. Et ce qui s'est passé, c'est que on se sépare avec le père de ma fille. Puis lui, n'acceptant pas la séparation, il décide de prendre ma fille et de l'enlever et partir en Italie. Et là, ça a été pour moi, je crois, la descente aux enfers. J'ai perdu 7 kilos en 15 jours. Puis, c'est là où j'ai réalisé que finalement, ça donnait du sens à ma vie d'avoir un enfant, ça me donnait de la force. Mais je voulais pas reproduire ce que j'avais vécu. Et là, c'est tout un challenge. Parce que même si on ne veut pas, on y passe. Professionnellement, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Professionnellement, à ce moment-là, j'ai fait plusieurs métiers différents, mais je suis en études. Moi, ce que je voulais, c'était être architecte. Ça ne fonctionne pas, donc je fais une licence d'art plastique. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que j'ai tendance à arrêter avant l'échéance. Je prends une formation de décoratrice d'intérieur. Puis, je suis très bien notée, j'ai 16 de moyenne, mais je m'auto-sabote. Au dernier rendu, je ne rends pas. Je ne suis donc pas validée, en fait. J'ai les compétences, tout le cursus, mais je n'ai pas le diplôme au final. Et suite à quoi, je vais me mettre à accueillir des enfants à mon domicile par la suite. Mais entre-temps, je vais faire plein de jobs différents. Vous allez avoir un deuxième enfant ? Exact.
Et là encore, schéma répétitif. Ouais. Parce que c'est pas simple, visiblement, avec le père de ce second enfant. Ouais, quand on a une faible estime de soi, on peut attirer à soi tout un tas de personnages qui vont venir appuyer sur cette blessure-là. Hein. Quand on a une faible estime de soi, bien souvent, c'est la blessure de rejet qui se cache derrière. Donc, j'attire quelqu'un à moi qui, en apparence, est parfait. Puis, à la naissance de mon fils, les gendarmes viennent toquer à la maison pour me dire que mon mari est convoqué, je ne sais pas pourquoi. Moi, je m'imagine qu'il a peut-être renversé quelqu'un à vélo, qu'il n'a pas osé s'arrêter, qu'il a eu peur, qu'il a pris la fuite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il va à cet entretien, puis il est ramené avec des menottes. Donc, pour moi, c'était une première étape. Puis la deuxième fois où c'est arrivé, là, il y a eu en fait, il était kleptomane, vol compulsif sur son lieu de travail. Il travaillait dans plusieurs collèges. Donc ça a été déjà compliqué. Puis, suite à ça, il y a eu un deuxième épisode. Et là, je me suis dit, OK, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Donc, je prends mon courage à deux mains, je prends mes 2 enfants, je quitte la maison et je change de région pour me reconstruire à 300 km. Ouais. Et c'est là où vous avez effectivement d'abord ce courage, parce qu'il va y avoir une 3e grande étape dans votre vie amoureuse. Vous allez rencontrer encore une fois quelqu'un, et visiblement, non plus, ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les détails, hein, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais de façon chaotique. Schéma répétitif. Schéma répétitif. Je suis blessée et je gère mal les émotions qui sont éveillées en moi. Tu sais, dans cette peur ces blessures, les blessures de trahison et d'abandon, elles sont éveillées par le sexe opposé. Puis moi, j'ai une belle blessure de trahison qui cache une belle blessure d'abandon. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? La peur qui est éveillée, on adopte des comportements de contrôlant. Puis il y a 2 contrôlants. Il y a le sournois qui va manipuler un petit peu, pleurer pour culpabiliser l'autre. Puis il y a l'agressif. Puis tout est dit dans l'agressif. C'est quand on commence à crier, puis on peut être amené jusqu'à la violence, en fait, finalement. Et ce qui est assez incroyable, c'est que dans votre histoire, et beaucoup vont s'y retrouver, j'en suis convaincu, c'est que tout se regroupe, tout se tient. Dès le départ, où effectivement avec vos parents, il y a cette cassure, tout s'enchaîne derrière pour que les choses n'évoluent pas correctement. Vous parlez de l'estime de soi, des blessures émotionnelles, de l'abandon, de la trahison, toutes ces choses-là, même si vous allez être authentique face à ces hommes qui partagent votre vie, on sent bien qu'il y a cette récurrence-là qui vous poursuit en permanence. Oui, parce que, alors moi je le formulerais comme on choisit nos parents parce qu'ils sont les parents idéaux pour venir éveiller nos blessures, pour nous offrir l'opportunité de les guérir dans cette vie. Puis tant qu'on met pas de la conscience là-dessus véritablement, on répète les choses jusqu'à un moment où il y a ce qu'on appelle l'éveil. Et suite à quoi, il y a des étapes. Une fois que tu as mis de la conscience là sur ce que tu vis, tu sais, c'est l'étape de l'acceptation. Il n'y a pas de transformation sans acceptation. C'est-à-dire accepter, c'est pas être d'accord. Accepter, c'est constater ce qui est. C'est même si je suis pas d'accord avec ce qui est là, je permets à ce qui est d'être. Puis ensuite, ça va être quoi? D'aller vers la responsabilité. La responsabilité, c'est de savoir que je suis créatrice de ma vie et que j'ai tout en moi. Et je sais que je suis responsable quand j'assume les conséquences de mes choix. 2017, vous dites en préparant l'émission que les choses s'apaisent un peu, et notamment avec vos parents. La prise de conscience dont vous parlez, prise de conscience de vos comportements et de vos attitudes, c'est là que ça rentre en ligne de compte dans la conscience, le fait de mettre de la conscience sur ce que vous vivez, ce que vous êtes, l'être que vous êtes. Ouais. C'est là que... Pourquoi 2017? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? 2017, je vis des difficultés. C'est le début de ce nouveau couple. La personne avec qui je suis restée 9 ans, que j'aime énormément. Puis je vis mes premières difficultés. Là, je me dis non, c'est pas possible. Je veux que ça marche. Donc, je me mets à faire un petit peu de développement personnel. Je suis plusieurs personnes comme David Lefrançois, comme Arnaud Rioux, ou bien encore comme François Lemay.
Puis là, je tombe sur le livre de Lise Bourbeau. C'est ça. Écoute ton corps. Et je lis ce livre. Puis là, ça me fait comme, OK, en fait, je suis normale. En fait, je suis juste normale. C'est OK que je vive ça. Puis je comprends, je mets du sens véritablement sur pourquoi je vis ce que je vis. Qu'est-ce que j'ai à dépasser? Qu'est-ce que j'ai à accepter de moi, finalement? Et là, ça prend sens. Mais en bonne humaine que je suis, je remets mon livre dans ma bibliothèque. Et rien ne se passe jusqu'en 2019. OK. Donc pendant 2 ans, ouais. Vous ne mettez pas en application ce que dit Lise Bourbeau dans ses écrits? Pas du tout. D'accord. Mais j'expérimente tout un tas de choses. Par exemple? Eh bien, je vais me séparer de mon conjoint. On va séparer nos habitations. Je vais beaucoup en souffrir. Puis je m'accroche parce que moi j'ai une belle blessure d'abandon, donc je laisse pas partir l'autre. Ne m'abandonne pas, reste. Et ça devient tellement souffrant que je commence une thérapie. Puis, je sais pas comment, dans l'échange avec ma thérapeute, elle me reparle de Lise Bourbeau. Elle me dit, mais tu sais, Lydie, il y a une école. Parce que moi, j'avais vu le livre, j'avais lu les livres, mais je savais pas non plus qu'elle avait fondé une école, l'école Écoute ton corps. Et là, c'est pour moi la révélation parce que je décide de m'inscrire à l'atelier Être Bien. L'atelier Être Bien, c'est l'atelier de base qui rassemble toutes les notions fondamentales de l'école Écoute ton corps. Puis à l'école Écoute ton corps, c'est une école métaphysique. C'est-à-dire qu'on part du physique, donc du tangible, pour aller découvrir ce qui se passe sur les plans émotionnels et mentaux. Donc, c'est un peu comme faire une lecture spirituelle de ce qui se passe, puis qui permet de finalement mettre du sens, de la compréhension, puis d'avancer, de pas rester coincé dans la souffrance. Et donc, de là, en fait, c'est une école de l'amour. On enseigne l'amour inconditionnel chez Écoute ton corps. Puis donc, je m'inscris à cet atelier. Et là, ça fait waouh. Puis je plonge dans la marmite, parce qu'il y a tout un cursus de formation personnelle et professionnelle. Donc, je démarre d'abord la formation personnelle. Puis moi, je suis un peu une tête dure, j'ai un bon ego bien résistant. Donc, je fais ça en inconscience. C'est-à-dire que je me dis, non, mais ça, c'est pas moi, c'est les autres. C'est toujours les autres, de toute façon. Puis jusqu'à ce que j'entame la phase 2, parce que la phase 1, c'est être bien avec soi, donc on va aller explorer la relation à soi. La phase 2, c'est être bien avec les autres, on explore la relation à l'autre. Et là, c'est dans la relation à l'autre que j'apprends à me connaître. Puis il y a une technique que j'applique dans mon quotidien aujourd'hui, qui pour moi a été véritablement transformatrice, c'est la technique du miroir. Ouais, la technique du fameux miroir, c'est ce que je vois chez l'autre vit en moi. Puis quand ce que je vois chez l'autre me dérange, c'est pas l'autre le problème. C'est d'aller voir, tu sais, parce qu'on a nos petites antennes, elles sont tournées vers l'extérieur. Puis là, ça va être d'aller tourner les antennes à l'intérieur, d'aller voir, OK, l'autre nous révèle nos parts d'ombre, mais aussi notre lumière, parce que ce que j'admire chez l'autre vit aussi en moi. Puis l'objectif, là, c'est d'aller accepter, d'aller s'accepter dans ce qu'on aime le moins de soi. C'est apprendre à développer de la compassion pour les parts de soi que l'on juge, que l'on critique, que l'on n'aime pas. Ça, c'est tout un chemin. Puis ça aide à développer l'estime de soi. Et sur cet aspect, sur ce cursus professionnel, c'est ce qui vous a permis d'être celle que vous êtes aujourd'hui? Ouais. J'applique au quotidien les enseignements que j'ai reçus. J'applique au quotidien, puis quand c'est trop difficile, parce qu'il faut savoir aussi que la résilience, c'est la capacité à surmonter ses traumatismes. Ok, le traumatisme, c'est quoi? C'est un choc émotionnel violent. Puis dans le langage Écoute ton corps, nous, on parle de blessure émotionnelle, c'est un choc émotionnel vécu dans l'isolement. Donc, comment est-ce qu'on peut développer de la résilience? Déjà, ça va être de sortir de l'isolement. Puis là, ce que je fais en venant parler de tout ça sur le plateau aujourd'hui, c'est une forme de résilience. Là, je sors de l'isolement en venant raconter ce que j'ai vécu, puis par quoi je suis passée, puis qu'est-ce que j'ai pu mettre en place, comment je me suis fait aider. Donc, il y a eu des moments où j'ai eu besoin de faire appel, mais ne serait-ce qu'à mes collègues qui ont suivi le même parcours. Là, OK, là, je vis ça, est-ce que tu peux m'aider? Parce que c'est trop difficile. Notre ego, il est fort, Il n'a pas envie de mourir, l'ego. L'ego, il est là pour nous protéger, en fait. Puis, il se rend pas compte. Lui, il est fait que d'énergie mentale. Puis, ce sont des mémoires du passé, finalement. Donc, parfois, on a besoin d'avoir... Enfin, parfois, moi, je dirais, en fait, qu'on a besoin de l'autre en face. Alors, dans cette évolution, est-ce qu'on peut répondre aux questions que j'ai posées en avant-propos? L'estime de soi. Vous l'avez? Je crois que l'estime de soi, c'est un travail du quotidien parce qu'en fonction de ce qu'on va être amené à vivre, elle peut fluctuer. Puis, l'estime de soi, c'est la juste opinion qu'on se fait de soi, finalement. C'est quelle valeur j'ai de moi, puis... Quelle valeur vous avez de vous? Ouais, ça, puis c'est en lien avec l'image que l'on entretient de soi. Quelle valeur j'ai de moi? Parfois,
parfois je suis en contact avec ma valeur, mais parfois ce n'est pas le cas. Quand j'ai une blessure qui est éveillée ou quand je me juge sur un comportement, puis que je sens que ma blessure est éveillée, la blessure du rejet, là, c'est comme, je suis plus en contact avec ma valeur. Mais en fait, notre valeur, on est tous avec la même valeur dans ce monde, tous, hein, peu importe ce que l'on fait, ce que l'on a, on a tous la même valeur. Puis parfois, on n'est plus en contact avec elle. C'est comme quand, par exemple, suite à une séparation, on peut se sentir comme minable, puis là, on n'est plus en contact avec notre valeur. Quand on échoue, on peut se sentir nul. Puis à ce moment-là, on n'est plus en contact avec notre valeur. À chaque fois qu'on se dévalorise, on n'est plus en contact avec. Mais c'est comme elle est quand même toujours là. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous vous êtes confronté à une situation qui vous confronte par définition à ce que vous venez d'évoquer. Hop, vous vous recentrez. C'est surtout de se donner le droit d'être ce qu'on ne veut pas être. Est-ce que ça se peut que parfois je suis nulle? Oui. Est-ce que c'est mal d'être nul? Non. Quand on est débutant, on échoue. Puis ça a été... j'ai donné une conférence pour la première fois devant 200 personnes en octobre, là. Puis, je me sentais mal. Je me sentais mal. Ça fait partie de mon chemin de vie, là, de prendre ma place, d'être visible. Parce que moi, j'avais la croyance que être visible égale être en danger. Donc, c'est difficile de se mettre face à 200 personnes, ça fait 400 perdus, là. Et je me suis sentie minable avant d'y aller. Je me disais, mais attends, mais t'es qui pour aller leur parler de comment développer de la résilience face à l'adversité et finalement, en fait, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Puis c'est parce que moi, je suis passée par tout ça que je peux aujourd'hui en parler. Parce que vous pensez encore aujourd'hui parfois que vous n'avez pas la légitimité pour faire ce que vous faites? Ça m'arrive encore parfois, oui. Ouais, je reste humaine, en fait. Hein. Moi aussi, je suis là pour apprendre. Et puis, comme je te le disais, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Donc, c'est une jolie phrase, ça. Ouais. On enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Ça nous ramène dans notre humilité parce que, quand on fait du développement personnel, on peut vite arriver à se positionner en disant « Ah, moi, j'ai bien travaillé sur moi », on se positionne en tant que sachant, puis on bascule dans l'orgueil spirituel, là. C'est pas très agréable, ça goûte pas bon, comme diraient nos amis québécois. C'est ça. Puis cette phrase, elle me ramène dans « Ok, Lydie, t'es sur ce chemin parce que toi, t'as peut-être besoin d'apprendre encore plus que les autres. » C'est pour ça que je l'enseigne. Est-ce que ces blessures émotionnelles, que j'évoquais en avant-propos aussi, vous les avez comblées? Je crois que les blessures émotionnelles, on les guérit graduellement. C'est-à-dire qu'elles sont pas... c'est pas « ça y est... j'ai pris conscience, j'ai accepté, je prends la responsabilité de mon émotion, de mes besoins, que c'est réglé complètement. » Beaucoup disent ça. Beaucoup disent ça, mais ça, moi, je n'ai pas cette vision-là. Ce que je crois, c'est que les blessures, elles restent. Elles sont là, elles restent. C'est juste qu'elles sont... c'est un peu plus doux avec le temps. Tu vois, c'est comme elles sont éveillées, mais c'est moins fort, un peu plus à chaque fois, que tu vas en profondeur, que tu vas aller ressentir la douleur. En fait, c'est ça, c'est tant que t'acceptes pas de sentir la douleur, la souffrance en lien avec la blessure. Tu sais, c'est comme le chemin, il se fait pas. Puis quand t'acceptes de sentir peu à peu, graduellement, tu sais, c'est comme un oignon que t'épluches. Hein. Il y a plein de couches. Puis c'est un peu comme jusqu'à la fin de nos jours. Donc, pour moi, c'est pas on guérit. C'est le jour où tu guéris, c'est que tu rejoins le monde de l'âme et que c'est réglé. Ouais. Sur les schémas répétitifs, c'est la question qu'on se posait, hein, sortir de la boucle infernale des schémas répétitifs. Est-ce que vous êtes encore dans ces schémas répétitifs? Parfois, mais l'avantage, c'est que j'en prends conscience plus rapidement et que je fais le chemin. J'ai les outils maintenant, donc j'arrive à m'accompagner là-dedans. Quand je vois que ça revient, parce que ça revient finalement, tu sais, c'est un peu la vie, l'univers, je sais pas, tu appelles ça comme tu veux, et va te mettre des tests pour voir où t'en es. Parce que des fois, je me dis, ça c'est bon, c'est réglé, je suis contente. Et puis là, ça arrive, une situation... J'ai compris. Et puis arrive la situation, ouais, t'es sûr que t'as compris? Alors allez, on te met un petit challenge là, puis on va voir où t'en es. Puis ça permet aussi de s'évaluer, de voir où on en est véritablement. Puis ça nous permet de nous regarder avec plus de lucidité, puis d'authenticité, j'ai envie de dire. C'est que des fois, notre mental, il a envie de nous faire croire des choses, parce que ça nous arrange bien. Mais on est vite ramené dans la réalité. Sur ces schémas répétitifs, si effectivement ils ne sont pas tous comblés, de quelle sorte vous avez encore aujourd'hui des schémas répétitifs en conscience? Vous êtes consciente de quoi dans ces schémas répétitifs dans votre vie? Ouais. Comme exemple? Comme exemple, je peux te donner l'exemple de
Ma vie amoureuse, ça fait donc le 74e, et effectivement, c'est tout le temps la même chose. Non. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Là, j'ai rencontré quelqu'un récemment, puis je vois que parfois, en fonction de la situation, je me sens activée. Là, je sens qu'il y a de la colère. Puis cette colère, cette émotion de la colère face au sexe opposé, elle m'indique que c'est ma blessure de trahison qui est activée. Puis là, aujourd'hui, comme je suis consciente, quand je vis l'émotion, je l'accueille. La première chose, c'est de l'accueillir. Tu sais, tu peux pas dire non, c'est bon, serrer les dents. Tu sais, c'est j'accueille l'émotion, là, ok. Puis derrière chaque émotion, il y a un besoin non comblé. Donc je vais voir, tu sais, à l'intérieur de moi, là, je suis capable de respirer, dire attends, là, je vis un peu de colère par rapport à ce qui se vit, mais je suis pas t'accuser. J'ai besoin d'aller voir en moi, c'est quoi le besoin qui n'est pas comblé. Puis après ça, tu sais, quand tu arrives à savoir ah oui, ben là j'ai peur de quoi, puis quel besoin n'est pas comblé, parce qu'il y a de la peur aussi bien souvent. Hein. Tu peux le verbaliser, puis c'est complètement différent dans l'énergie. Et donc, lui, il est conscient de ça? Oui. Ouvert à ça? Ouais, ouvert à ça. Ouais. Okay. Une belle communication. Ce qui est essentiel. Oui. Pour être avec vous, en tout cas, c'est essentiel. Ouais. De le comprendre, de l'accepter et de le partager. Exact. Comment doit réagir dans un couple une personne qui est comme vous face à la personne qui est dans ce couple? Est-ce que... dans votre cas, femme, homme, comment doit réagir l'homme? Est-ce qu'il doit simplement vous écouter, accepter certaines choses, comprendre certaines choses, ou vous aider à? Dans l'idéal, si on pouvait contrôler l'autre, il serait merveilleux et parfait en tout point. Mais l'autre reste un humain qui est blessé. Puis on peut pas, comment dirais-je? On peut pas contrôler comment l'autre va réagir ou prendre les choses. Mais l'homme qui regarde là, et qui se trouve face à une femme qui est comme vous, en l'occurrence. Qu'est-ce que vous lui conseillez dans son attitude, dans son comportement, dans sa façon de faire quand il se retrouve dans un couple avec une femme comme vous? Mais je crois que c'est important de sortir de l'espace dans lequel on est blessé, de faire un pas de côté et de devenir curieux. C'est-à-dire devenir curieux de ce qui se passe dans le monde de l'autre. Ça veut dire ne pas prendre les choses personnellement, mais juste poser des questions. Puis, ah oui, c'est ça que tu vis. Mais puis juste... Tu sais, être ouvert, en fait, c'est ouvrir son cœur, c'est voir, ah ouais, pour l'autre, c'est souffrant, là. Qu'est-ce qui se passe dans son monde à lui? Et je crois que véritablement, ça aide. Ce qui n'est pas simple. Non, parce qu'on reste des humains blessés. Donc, Et c'est pas simple parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, si on prend le cas de figure qu'on évoque là, mais il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient peut-être faire ce pas de côté, mais qui n'ont pas soit les bons mots, soit la bonne phrase, soit la bonne expression du visage, soit le bon comportement à l'instant T. C'est pas simple. C'est pour ça que c'est intéressant peut-être de se faire accompagner par ce que vous préconisez. Bien sûr. Puis, tu sais, on est très forts, nous les humains, à faire du déni. Donc, on veut pas se voir dans nos comportements... Tu sais, c'est comme des comportements de protection, là. C'est des mécanismes de défense, hein, quand on porte un masque, quand on se sent blessé, pour pas sentir la douleur, on porte un masque, tu vois, c'est comme, ça nous évite de souffrir en quelque sorte. Mais ces comportements-là, ils viennent pas arranger la relation à l'autre. Puis pour devenir conscient, ça veut dire la première chose, je dirais, c'est de s'observer, de faire un pas de recul et de se regarder comment je réagis dans telle ou telle situation. Puis là, des fois, ça faisait je suis pas bien fière là de ce que je vois de moi. Mais c'est correct, tu sais, je reste une humaine comme tout un chacun, et je crois que c'est important d'avoir cette humilité, de pouvoir se regarder véritablement, parce qu'il y a que comme ça qu'on avance. Alors, ceux qui nous regardent vont se dire, alors maintenant qu'elle a compris tout ça, maintenant qu'elle met en application, maintenant qu'elle accompagne des gens dans l'estime de soi, dans le devenir autonome, les blessures émotionnelles et autres, et les schémas répétitifs qu'on a évoqués, tout doit parfaitement bien coller dans sa vie, dans l'ensemble. Même si de temps en temps, il y a des petits aléas. Et là... Alors, je recommence. Non, mais... Ouais, on pourrait se dire ça. Mais la réalité, c'est que je reste confrontée à des situations parfois difficiles et que j'ai besoin de me reprendre. Mais on peut toujours se reprendre. Tu vois, parfois, je vais réagir fort. Hein, je vais te donner un exemple. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, je me suis disputée avec ma fille. Puis ma fille a 17 ans, puis je l'aime d'amour. Puis pour moi, c'est terrible d'être en froid avec elle comme ça. Et pourtant, j'ai tous les outils. J'ai pas su gérer ma colère. Mais après ça, je suis retournée la voir. Puis je lui ai expliqué, là, je lui ai dit, je suis vraiment désolée, on peut toujours se reprendre, mais même avec nos enfants, puis dire, là, j'ai pas su gérer ma colère,
Je vois bien qu'il y a ça qui était éveillé, j'avais peur de ça. Puis, est-ce qu'on peut s'en reparler? Moi, j'ai ça comme besoin. Puis, est-ce que tu peux m'aider à le combler? Si c'est pas possible, comment moi, je peux le combler seule? Est-ce que vous avez fait la même chose? Vous parlez de 2017 avec la relation plutôt apaisée avec vos parents, en l'occurrence? En l'occurrence, oui, la relation, elle s'est apaisée parce que mes parents, je les ai accusés de tout un tas de choses. Tu vois? Parce que quand on est dans l'émotion, c'est qu'il y a une accusation soit de l'autre, soit de soi. Puis moi, mes parents, je les ai beaucoup accusés. C'était de leur faute, de toute façon, ça allait pas dans ma vie pendant des années. Puis vient le temps où tu prends ta responsabilité et puis ce qui se passe, c'est que toutes les attitudes non acceptées de tes parents, c'est ce que tu acceptes pas de toi. Et puis à chaque fois que tu vas te voir dedans, c'est là où ça coince. Puis c'est là l'apprentissage. C'est moi je voulais absolument pas être comme ma mère. Puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment que je me suis vue adopter les mêmes comportements qu'elle. Puis je me jugeais d'être la même chose. Mais quand on va voir, c'est quoi l'intention? Parce que derrière chaque attitude, tu sais, il y a une intention et une peur pour soi. Puis quand on va voir quelle est l'intention et la peur pour soi, ça permet véritablement de comprendre l'autre, de se comprendre soi, puis de développer de la compassion. Puis c'est à ça que je me disais, je pensais à ma mère à chaque fois, je me dis, je l'ai accusée tellement fort, puis je comprends tellement ce qu'elle vivait maintenant. Puis c'est de là que j'ai pu ensuite aller lui partager. Et ça a beaucoup amélioré notre relation. La démarche d'aller partager est déjà forte. Ouais. C'est ça l'objectif final quand tu fais tout ce travail. Tu sais, c'est quoi? C'est d'améliorer tes relations. C'est de développer plus d'amour pour toi. Puis, je sais pas si tu connais cet outil, c'est le triangle de vie. La base, c'est soi. Puis, tu sais, c'est je m'aime à la même intensité que j'aime les autres, à la même intensité que les autres m'aiment. Puis, dans ce triangle-là, tu peux pas travailler sur les autres, il y a que toi. Donc, tout part de toi. Puis l'objectif final, là, c'est bien sûr d'aller voir l'autre et de... Mais l'autre, après, il en fait ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas contrôler comment il va le prendre. Il y a des personnes qui n'ont pas souhaité améliorer les choses, qui n'ont pas eu... J'ai pas eu de retour, mais avec mes parents, ça a été possible. Alors c'est étonnant parce que vous dites avec mes parents, vous n'avez parlé que de votre mère. Ouais, j'ai parlé beaucoup de ma mère parce que mon père, à l'âge de 4 ans, il quitte la maison, mes parents se séparent, puis je l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai vu ponctuellement, on va dire. Et en 2017, vous cherchez pas, vous faites pas la même démarche que vous avez pu faire avec votre mère? Alors pas tout de suite. J'ai d'abord fait la démarche avec ma mère. Puis mon père, quelque part, le fait qu'il était absent, je l'ai un peu idéalisé. Puis c'est souvent avec le parent avec qui on croit qu'on a moins de choses à régler qu'on en a le plus. Et je me souviens d'un Noël où là, je vis une colère. J'étais furieuse parce qu'on devait manger ensemble, puis il a oublié. Et c'est de là où je suis allée toucher pour la première fois la souffrance de cette blessure-là qui finalement m'accompagnait tout au long de ma vie. Puis je m'étais jamais permise d'être en colère contre mon père. Je m'étais jamais autorisée. Parce que mon père, comme j'étais en réaction à ma mère, fallait bien que j'ai un autre parent qui soit là pour faire le taf, quoi. Alors qu'il s'occupait pas de moi véritablement. Il était bien occupé de son côté. Et suite à ce Noël, qu'est-ce que vous avez fait? Suite à ce Noël, j'ai été très en colère. Puis c'est de là où où j'ai pris conscience en fait des choses. Avant ça, c'est comme j'avais pas beaucoup de souvenirs avec mon père, donc j'étais pas en contact avec ce que j'avais vécu, avec toutes ces émotions-là. Puis là, c'est comme ça a ouvert la boîte de Pandore. Et là, ça a été waouh, toutes les accusations que j'avais pour lui là, je l'accusais de plein de choses, d'être lâche. Puis moi, quand je me vois lâche, voilà, puis c'est de se donner le droit. Puis dans chaque aspect, dans chaque attitude, par exemple, être lâche, il y a un aspect positif parfois à être lâche et un aspect négatif. Puis quand j'ai compris ce que c'était l'aspect positif d'être lâche, tu sais, ça a fait redescendre le truc. J'avais fait, ok, je comprends papa là, pourquoi il se comportait comme ça. Parce que dans être lâche, tu sais, c'est parfois d'être lâche, ça évite les conflits. Puis ça fait mon affaire parfois d'éviter les conflits. Est-ce que c'est une démarche que vous conseilleriez à tout le monde, cette réconciliation, si je puis dire, ou tout du moins cet éclairage que l'on peut avoir avec, notamment, pourquoi pas, ses parents, même si il n'est pas complet, s'il n'est pas 100% et qu'on n'est pas dans l'amour absolu, voilà. Mais est-ce que vous conseillez cette démarche-là que d'aller dire, d'avoir cette discussion-là, clairement, et de vider son sac? Si c'est possible, oui, mais je crois aussi que c'est important de s'accueillir où on en est à chaque instant, puis parfois c'est pas le moment. Mais oui, dans l'idéal, bien sûr que je le conseille. Est-ce que c'est ce que vous appelez le pardon?
En fait, chez Écoute ton corps, nous, on parle de la réconciliation avec l'autre, mais le pardon, il se fait de soi à soi. Parce que quand on accuse l'autre, ce qu'on voit pas, c'est qu'on s'accuse soi. Puis c'est de ce qu'on sait accuser soi qu'il est important de se pardonner à soi. C'est de moi de me pardonner des comportements que j'ai eus, c'est de me pardonner de plein de choses vis-à-vis de moi. On pardonne pas l'autre, on se réconcilie avec l'autre. La difficulté aussi, parfois, c'est de se dire, quand on dit, voilà, se pardonner à soi-même, c'est une notion très abstraite. Vous pouvez vous le dire à voix haute, ok, oui, je me pardonne. Ou même en vous regardant dans la glace le matin, ok, ouais, t'as raison, je me pardonne. Ouais, ça c'est le pardon mental, là. Ça c'est mental. Comment être sûr qu'on est dans la valeur du pardon? C'est quand on se donne le droit d'être ce qui a été souffrant de l'attitude de nos parents enfants. Si moi je me donne, par exemple, mon père, je l'accuse d'être lâche. Puis moi, quand je vais me donner le droit d'être lâche, parfois, véritablement, c'est là où le pardon, en fait, c'est grâce à l'acceptation, tu vois, qu'il y a la transformation. Puis c'est là où le pardon s'opère. Tu sais, puis quand véritablement tu le sens dans ton corps, tu sais, et c'est pas pour rien que l'école elle s'appelle Écoute ton corps, tu sais, c'est d'aller être en contact avec ce qui vit en toi, mais à travers aussi tes sensations physiques. Puis quand le pardon est là, tu sais, c'est comme ça part du cœur puis ça se diffuse partout dans ton corps. Véritablement. Sinon, ça reste de la théorie, c'est au niveau mental. Mais oui, puis tu le sens finalement aussi. Mais c'est correct, hein, parce que c'est 50% du chemin de fait, j'ai envie de te dire, quoi. C'est déjà un début. Ouais. C'est déjà un début. Peu importe, l'objectif, c'est pas de réussir, c'est ce qui compte, c'est le chemin que tu fais finalement. Qui sont ces gens qui font appel à vous? De quoi? Quelles sont les récurrences sur les mots MAUX de ces gens qui vous consultent? Bien, j'ai fait de l'accompagnement parental, hein, donc les difficultés relationnelles parents-enfants, ce que j'ai vécu aussi avec ma fille finalement. Donc ça, puis également les couples qui viennent me voir. Bien souvent, tu sais, on attire à soi ce dont on a le plus besoin. C'est sûr. Voilà. Alors, bien sûr que moi, j'ai fait un certain chemin, donc j'accompagne les personnes sur ce chemin, mais c'est pas mon chemin, c'est le leur. C'est comme en parallèle. Puis vous devez vous retrouver dans des situations que vous entendez ou ça fait écho. Qu'on vous raconte. Ah oui, bien sûr, ça fait écho. Ouais, ça fait écho. C'est sûr. Mais tu sais, ça te permet de voir où t'en es avec ça. C'est vraiment intéressant parce que parfois, il y a des choses que t'as pas véritablement solutionnées. Puis c'est ton client en face qui t'apporte, tu le guides. Et puis il va trouver la solution en lui et ça va faire « Oh, waouh, moi aussi je vais faire ça pour moi ». Donc véritablement, on attire à soi ce dont on a le plus besoin à chaque instant. L'accompagnement que vous préconisez, est-ce que c'est une thérapie? On peut dire ça. On peut dire que c'est une thérapie. Courte? Oui. L'objectif, c'est pas que les personnes reviennent sans cesse. Pour moi, l'objectif, c'est qu'elles puissent avoir les outils pour ensuite les appliquer. Mais bien souvent, les personnes souhaitent revenir de temps en temps, là, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, parce qu'on a besoin de l'autre quand même. C'est comme... Ouais. Alors ça, je pense que ça va parler évidemment à beaucoup de gens qui nous regardent. Et je pense aussi que beaucoup vont se dire « Ah, ok, Lydie, elle a la légitimité pour accompagner de cette manière-là. » Aujourd'hui, au travers de ce que on vient d'évoquer et la manière dont vous exprimez les choses, qui peut dire le contraire? Personne. Certains pourraient le dire, ce qui compte, c'est ce que moi... Ce que vous ressentez. Ouais, je ressens. Puis... Et là encore, vous voyez, vous remettez tout sur votre ressenti. Et pas sur le regard que quelqu'un d'autre pourrait avoir sur vous. Disons que le regard de l'autre, c'est comme la technique du miroir. L'autre va me regarder d'une certaine façon ou penser quelque chose. Puis si ça vient éveiller de l'émotion en moi, c'est que probablement qu'il y a une part de moi qui pense la même chose. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'aller faire le chemin, moi, avec ça, et de me donner la légitimité. Personne ne peut le faire à ma place. Tant que c'est pas placé en moi, il y a personne qui peut... C'est pas, l'autre va pas me dire « Ah, t'es légitime, je vais me sentir légitime. » Non, ça marche pas comme ça. Mais ce qui est intéressant vraiment, c'est d'aller voir, ok, en fonction de ce que l'autre me dit ou comment il me regarde, si c'est calme en moi, là, c'est que, ok, ça appartient à l'autre. Mais si ça vient éveiller de l'émotionnel, c'est qu'il y a quelque chose qui m'appartient là-dedans. Aujourd'hui, vos filles ont entre 12 et 17. Alors, j'ai une fille de 17, un garçon de 12. C'est ça. Vos enfants, 12 et 17, c'est 2 âges bien rock'n'roll. Ouais.
Bien rock'n'roll, mais à la fois, j'aime beaucoup cet âge. J'aime la relation aux adolescents. Puis les adolescents de cette génération sont vraiment plus évolués que nous, sont vraiment intelligents. Puis ce que j'aime à dire, c'est que moi, ce sont eux mes enseignants. Ils sont comme connectés à la source, plus que moi je l'étais. Puis notamment ma fille, j'apprends énormément d'elle. Elle est en contact avec ses besoins. Elle sait y répondre. Comme naturellement, plus naturellement que moi. Et parfois, j'apprends d'elle. C'est elle qui m'enseigne beaucoup de choses. Mon fils aussi, d'ailleurs. Et donc, du coup, est-ce que vous vous efforcez à ne pas répéter les schémas que vous avez pu avoir avec la relation avec votre père ou votre mère? S'efforcer à ne pas, c'est y aller les deux pieds dedans. Donc, c'est plus, OK, quand je vois que je suis dans ce même schéma-là, ça va plutôt être justement, tu sais, d'aller m'observer là-dedans, de m'accueillir, puis de m'accepter. Puis, plus je vais accepter d'être ce que je ne veux pas être, et plus naturellement, je vais aller vers ce que je veux être. Tu sais, c'est un peu ça qu'on enseigne. Enfin, c'est complètement ça qu'on enseigne à Écoute ton corps. Comment ça se transforme? Accepte d'être ce que tu ne veux pas être pour aller vers ce que tu veux être. Ça marche pas de... Tu sais, c'est comme tu dis, allez, c'est bon, demain, j'arrête de manger du chocolat. Avec une tablette chocolat qui a... Voilà, ça marche pas. Tu sais, donne-toi le droit, véritablement, d'en manger du chocolat. D'en manger. Du coup, avec une maman comme ça, vos enfants, ils doivent effectivement, de temps en temps, vous dire, dis donc, sois en adéquation avec ce que tu dis, hein. Ça arrive. Ça, j'imagine. Ça arrive qu'ils me remettent à l'ordre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que au départ, ma fille était en réaction. Elle me disait, toi, avec ton Lise Bourbeau, tu me fatigues, etc. Mais dernièrement, elle a assisté à l'atelier que j'animais sur les peurs. Et à la fin de l'atelier, elle est venue me sauter dans les bras en me disant, oh maman, merci, ça m'aide tellement. Super. Puis ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Super. C'est vraiment... Bon, aujourd'hui, vous êtes en paix? Ouais, en grande partie, oui. Je traverse encore des choses normales en tant qu'humaine. Ouais. Mais je peux dire que oui, je me sens apaisée. Ouais. Est-ce que vous êtes encore dans votre vie de tous les jours, dans votre couple, tout va bien? Il y a plein de choses qui évoluent, qui se transforment, c'est naissant. Donc, tu sais, les transitions, c'est jamais confortable. Mais par contre, je sais faire face. Tu sais, je me sens outillée. C'est comme... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc oui, c'est plus paisible. Et puis je sais aussi faire mes demandes quand j'ai besoin d'aide. En tout cas, je pense que vos enfants doivent être fiers de vous parce que vous avez fait du chemin, mine de rien. Je pense que vos parents aussi. Est-ce qu'ils vous, de quelle manière ils vous regardent? Est-ce qu'ils vous ont dit à quel point ils étaient fiers de vous? Oui. Oh, dernièrement, j'ai eu mes deux parents au téléphone. Puis je sens... Tu sais, avant, je sentais pas leur amour, là. Parce qu'ils avaient une façon de m'aimer que je recevais pas. Mais aujourd'hui, je peux te dire que oui, bien sûr. Puis, je suis vraiment contente et fière, là, d'avoir pu... Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de vous demander pardon ou pas? Eh bien, c'était pas mes attentes qui me demandent pardon. On peut être désolé des comportements qu'on a adoptés, mais ils n'ont pas à me demander pardon de quoi que ce soit. Mais ils l'ont pas fait spontanément. C'est ça que je veux dire. J'ai pas eu besoin de ça. Parce que quand vous enregistrez cette émission-là, telle qu'on vient de le faire, il y a des tas de choses que vous révélez de vous, de vos souffrances, de ce que vous avez enduré, de tout le mal-être, etc., etc. Peut-être qu'ils vont découvrir des choses. Oui, ça a été le cas. Ma mère a découvert mes réseaux sociaux. Elle m'appelle, elle me dit, dis donc Lydie, qu'est-ce que je vois là? Ça a été difficile pour elle, mais j'ai su l'accueillir, je comprends, parce que ma mère avait la croyance que les écrits restent et qu'on peut s'en servir contre soi. Puis ça, c'est sa croyance. Mais je la comprends. Mais ce que j'ai pu lui dire, c'est que ça aide tellement de gens. Moi, j'ai tellement été aidée par des personnes, par leur récit de vie, etc., qu'aujourd'hui, pourquoi je me priverais de raconter? Puis je peux les accueillir là-dedans. C'est correct, ils ont le droit aussi de pas être d'accord, mais je me valide dans ce que je fais aujourd'hui. Bravo. C'est une belle... un beau chemin de vie. Et quand on vous demande vos 5 qualités, c'est ce qu'on demande sur la fiche de prod. Vous dites courageuse, déterminée, dynamique, résiliente, évidemment. Et tant qu'à faire, inspirante au travers de tous les propos que vous avez accepté de nous offrir aujourd'hui dans l'émission. Et puis, évidemment, de voir de quelle manière vous pouvez aider les autres. Des conférences, des ateliers? Oui, tout à fait. C'est ce que vous proposez aussi? Ouais, je propose des ateliers de 3 heures de l'école Écoute ton corps sur différents thèmes. On en a 10.
Il y a tout ce qui est gestion des émotions avec le stress, la peur, la colère, mais on aborde aussi l'alimentation, l'énergie, le couple, la prospérité, la liberté, la santé. Et ce sont des ateliers que je donne une fois par mois en présentiel, mais que je vais être amenée aussi à donner sur demande, en fait, quand il y a un petit groupe qui veut faire appel à moi. Je me déplace pour l'enseigner. Et vous êtes basé à... Moi, je suis à Saint-Clément-de-Rivière, c'est au nord de Montpellier. Tout à côté. Ah oui, à côté de Montpellier, c'est vrai. Merci beaucoup, Lydie. Avec plaisir. Bravo merci. pour ce parcours de vie, bravo pour cette résilience, bravo effectivement aussi pour ce courage, parce que dans la nature humaine, il y a 2 cas de figure. Il y a ceux qui sont résilients, qui acceptent de faire ce travail et qui arrivent à rebondir. Puis il y a ceux qui n'y arriveront pas et qui restent ou qui stagnent. J'en connais, hein, j'en connais. Et ça fait mal, même parfois, de se dire que même si on tend la perche de temps en temps, ça se prend pas. Mais vous avez choisi effectivement de rebondir, quoi, et de vous ouvrir à autre chose et de vous construire différemment. Donc ça, c'est chouette. Ce qui est important, le message qui est important, c'est de dire que peu importe où on en est et d'où on vient, c'est possible. Et vous en êtes la preuve. Merci. Merci beaucoup. Vous allez évidemment commenter, j'en suis convaincu. Commenter avec bienveillance, comme toujours. Hein, voilà, ceux qui ne sont pas d'accord, vous n'êtes pas obligés de rester. Et puis, on va partager, bien sûr, sur l'ensemble de nos réseaux cette émission. Vous aurez aussi autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Lydie. Et on attend de vous lire parce que c'est important et c'est comme ça qu'on fait évoluer nos productions. Rentrez bien à Montpellier. Merci beaucoup. Merci Lydie et merci à la famille et merci à l'homme qui partage votre vie. Bon courage à toi. Allez, merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine rencontre dans quelques...